Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer cette agréable cérémonie de remise des prix. Je voudrais d'abord vous souhaiter, au nom de l'Académie des sciences morales et politiques, la bienvenue dans cette salle des séances. Alors, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour la première fois dans cette cérémonie, puisque ce prix avait été créé à l'initiative notamment de mon prédécesseur, Jean-Robert Pitt. Donc, j'ai succédé le 1er janvier dernier à Jean-Robert Pitt au terme de son mandat de 6 ans, mandat pendant lequel il a fait beaucoup de très importantes réalisations pour l'Académie, et notamment la création de ce prix qui est une coopération, une coproduction entre l'École des Chartes, le Comité des travaux historiques et scientifiques et l'Académie. Et je crois que c'est une très bonne chose que nos trois institutions soient réunies, comme elles le sont ce soir sur cette tribune, pour réfléchir d'abord ensemble et distribuer des prix. Nous sommes réunis ce soir pour la 5e fois, après 2018, 2019, 2022 et 2023, la crise sanitaire ayant constitué une interruption historique. C'est véritablement une joie que d'être à nouveau réunis pour remettre leur prix aux lauréats 2023 de la Fondation des travaux historiques et scientifiques. Cette année, les prix attribués sont un prix de thèse, celui de la section sciences géographiques et environnement, et 2 prix des sociétés savantes. Les lauréats ont été cette année, comme durant les précédentes années, sélectionnés grâce à un jury commun à nos 3 institutions, des institutions anciennes et prestigieuses, ça vient d'être rappelé, et qui entretiennent de longue date, je crois, des relations de partenariat et d'amitié. J'ai en effet tout plaisir à rappeler à quel point les liens entre l'École des Chartes, d'une part, et les sociétés savantes et le CTHS, d'autre part, sont à la fois anciens et nombreux. Au sein des différentes sections du Comité des travaux historiques et scientifiques, tout d'abord, des chartistes, hommes et femmes, sont présents, qu'ils soient pour quelques-uns enseignants, chercheurs à l'école, ou pour d'autres chercheurs, conservateurs de carrière. Un grand nombre de nos élèves, de nos étudiants, mènent des travaux de recherche qui portent sur l'histoire, le patrimoine de nos régions, des travaux qui, de ce fait même, entrent en résonance particulière, je crois, avec une grande partie de l'activité qui est menée au sein du réseau des sociétés savantes et des sections du Comité des travaux historiques et scientifiques. Le Comité des travaux historiques et scientifiques et l'École des Chartes ont manifestement un rôle important à jouer sur ce campus, et nul ne doute en particulier que le CTHS, fort de l'important et ancien réseau des sociétés savantes qui l'anime, saura se montrer à la hauteur de ce défi de faire lien entre la science, d'une part, la société, d'autre part, au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Je me réjouis de participer dans ces lieux magnifiques où l'on a toujours plaisir à se retrouver, à cette nouvelle édition des prix de la Fondation des travaux historiques et scientifiques, qui ont aujourd'hui trouvé leur place et sont reconnus dans le paysage et la vie scientifique de notre pays. Pour ce qui est du prix de thèse, je voudrais quand même souligner la quantité et la qualité du travail fourni dans l'élaboration de leur thèse, qui est toujours un travail extrêmement exigeant et on peut dire même titanesque. C'est encore un long parcours qui attend les lauréats et les lauréates, car il faut transformer un manuscrit de thèse en un livre plus ramassé. Et cela d'ailleurs oblige aussi le CTHS à publier le plus rapidement possible le manuscrit mis au point, ce qui peut supposer des arbitrages dans sa stratégie éditoriale. Mais je crois que cela en vaut la peine. Le prix de thèse de 2018, qui a été publié récemment, est la meilleure vente de l'année des éditions du CTHS. Si je passe aux sociétés savantes, les sociétés savantes ont été, comme tous les acteurs de la vie associative en France, particulièrement éprouvées par les années de pandémie. Elles offrent pourtant, Michel l'a souligné, un lien indispensable entre la science et la société par le biais de la science participative. Elles sont très présentes sur tous les territoires et sont des gardiennes vigilantes, et non seulement des gardiennes, mais des animatrices de notre patrimoine. Et il est donc du devoir du CTHS, car c'est une de ses missions fondamentales, de les soutenir, de faciliter leur travail, et de mieux mettre en lumière leurs initiatives. Dans ces prix que votre Académie abrite avec bonheur, Monsieur le secrétaire perpétuel, il y a beaucoup de l'âme du CTHS. Nous allons passer maintenant à la remise des prix. Je crois que c'est M. Buat qui officie pour cette opération et qui va vous annoncer les prix. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Je vais
À présent, faire lecture du palmarès des prix de la Fondation du CTHS. J'appellerai tour à tour chaque lauréat qui nous présentera les conclusions de ses travaux ou le projet qui est mis à l'honneur ce soir. Je commencerai par les 2 lauréats du prix des sociétés savantes et j'appelle tout d'abord M. Jean-Luc Mordefroy, président de la Société d'émulation de Jura. Je vous dirai sans détour et sans embâge nos chaleureux remerciements, notre gratitude et tout simplement notre joie. Mais qu'est aujourd'hui et depuis une quinzaine d'années la Société d'émulation du Jura? En dépit ou en raison de ces 216 printemps, notre association connaît une vitalité certaine. En témoigne notamment sa bonne santé financière, un effectif d'adhérents conséquent. Mais ne nous leurrons pas, sans le soutien des collectivités territoriales, nous ne pourrions pas publier nos travaux annuels. Or, nous savons tous qu'il s'agit d'une tâche prioritaire parce que ces volumes disent la rigueur et la fringance des tâches, des recherches conduites et constituent autant de témoins pérennes de notre activité. Aussi ai-je le plaisir de rappeler le soutien solide et fidèle du Conseil départemental du Jura et des villes de Lons, de Dole et de Poligny. Conférences, excursions, ouvrages annuels, tel est le cœur de métier de la Société d'émulation du Jura, mais celle-ci apporte aussi sa contribution à des recherches ou à des actions de valorisation portées par d'autres. Ainsi, notre trésorier prend part aux travaux de la Commission départementale de la nature, ainsi qu'à la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, au titre de la 3e section, protection des objets mobiliers. Et plusieurs d'entre nous participent au colloque organisé par la Fédération des sociétés savantes de Franche-Comté, qui réunit une trentaine d'associations. Maintenant, et pour conclure, au début de l'année dernière, à l'initiative de 2 de nos collègues, Mesdames Evelyne Guillaume et Claude-Isabelle Brelot, nous avons acté la réalisation d'une nouvelle enquête collective, consacrée cette fois-ci aux traces mémorielles des guerres dans le Jura, depuis 1870, autrement dire aux monuments aux morts, aux plaques commémoratives, aux tombes militaires. À l'issue des recherches conduites en 2022 et 2023, il s'avère que 556 des 585 communes du Jura ont au moins un monument. Ce sont eux qui font l'objet d'une publication collective, coordonnée par un conseil scientifique, et d'une exposition itinérante dans le département, notamment dans les collèges. Cette manifestation, organisée autour de la mémoire collective et familiale, que nous serons en mesure de proposer en 2024, tient particulièrement à cœur au Conseil départemental du Jura, qui la soutient financièrement. Le 13 novembre dernier, nous apprenions que l'Académie des sciences morales et politiques honorait ce dernier projet, ainsi que la Société d'émulation du Jura, du prix 2023 des sociétés savantes de la Fondation. Je ne puis que vous redire, au nom de tous les émulateurs du Jura, tous nos remerciements, notre reconnaissance et notre plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le petit diplôme qui va avec. Merci. C'est un grand honneur et une grande joie pour moi de recevoir aujourd'hui cet accessite au nom du Centre international d'études des patrimoines culturels en Charolais-Brionnais, ou CEP, c'est comme ça qu'il est plus connu et ça gagne un temps fou. Le CEP est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général depuis 2002. Elle est toute jeune en comparaison avec la Société d'émulation du Jura, puisqu'elle n'a été créée qu'en 1989. En Saône-et-Loire ont été recensés au moins 350 édifices romans. Pour l'instant, il y a à peu près 180 de mise en valeur et près de 200 dans la Nièvre voisine, sans compter le reste de notre région. Mais ils souffrent encore de l'incompréhension de certains élus qui ignorent les exigences de la construction de connaissances solides et ne voient pas l'utilité d'investir dans le travail intellectuel nécessaire. On peut entendre des phrases du genre « Oh ben oui, il y a déjà plein de choses sur Internet ». Oui, nous savons tout ce qu'il peut y avoir sur Internet, du meilleur au pire. Plus généralement, les élus ont bien sûr tendance à voir dans le patrimoine une charge plutôt qu'une ressource. Pour l'instant, cela n'a pas donné beaucoup de nouveaux pour la roman, mais nous n'en désespérons pas. Pour le CEP, c'est une raison de plus de croire en l'importance de tout cet écosystème que forment les universités, centres de recherche et les sociétés savantes, les associations patrimoniales locales, les organismes institutionnels du tourisme et surtout les fédérations et organismes réunissant les entités locales, à commencer par le CTHS. Les prix pour la valorisation du patrimoine, contrairement à ceux pour sa restauration, certes beaucoup plus chers, sont rares, peu communs et d'autant plus précieux. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux
de faire partie des lauréats de ce jour. Et nous croyons au CEP fermement que ce n'est qu'ensemble, entre toutes les entités que je viens de citer, nous serons forts. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Dans le secrétariat de l'association, c'est sûr. Je prends aujourd'hui l'occasion de cette cérémonie pour vous présenter en quelques mots ma thèse de doctorat intitulée « La fabrique de la Syrie et du Liban, carte, savoir géographique et production du territoire en contexte impérial », soutenue en mai 2022 à l'Institut universitaire européen de Florence. Mon travail part d'un questionnement sur la formation des territoires du Proche-Orient entre la fin de l'Empire ottoman et l'instauration du mandat français. L'actualité du sujet n'échappera à personne. En 2023, nous célébrons par exemple les 100 ans du tracé de la frontière séparant la Palestine du Liban. C'est par-dessus cette même ligne que l'armée israélienne lutte en ce moment même contre le Hezbollah libanais, bombardant des villages au sud Liban, brûlant les cultures et causant la mort de civils et de journalistes. Mais comment ces frontières ont-elles réellement été tracées? L'histoire diplomatique et politique, l'histoire des nationalismes se sont largement emparés de la question. Mais tracer une frontière est un exercice fastidieux, long, difficile et qui implique la mobilisation de différents acteurs et de différents argumentaires. Cette négociation peut-elle correspondre véritablement à des tracés si arbitraires? Mon postulat de départ s'inspire ainsi d'études récentes qui, loin des clichés et sans remettre en cause la violence de la domination coloniale, ont montré des traceurs de frontières extrêmement attentifs aux réalités du terrain et à l'histoire des délimitations. Mon objectif était donc d'étudier la production des territoires par le prisme de l'histoire des savoirs géographiques et cartographiques et par le prisme de la manière dont ces savoirs ont été produits, transmis et mobilisés dans ce contexte de changement de tutelle impériale entre Empire ottoman et mandat français. Je vais à présent résumer rapidement les 3 grands apports de ma thèse. Un des objectifs premiers était notamment de montrer comment, entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, différents espaces de référence se forment, évoluent et sont instrumentalisés au Proche-Orient. Dans les discours et sur les cartes, en Europe comme dans l'Empire ottoman, Palestine, Syrie, Liban et d'autres prennent ainsi forme comme des objets plus ou moins définis qui s'articulent mais ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils représentent autant de géographies alternatives qui, entre 1916 et 1920, s'affrontent et sont mobilisés par une variété d'acteurs qui utilisent cartes et savoirs géographiques produits dans les décennies précédentes pour légitimer et naturaliser leurs revendications politiques et territoriales. Un des efforts de mon travail a été ainsi de lutter contre une lecture téléologique de la naissance de ces territoires nationaux et de l'influence de la cartographie sur la formation de ces territoires. Deuxième apport de ma thèse concerne l'étude des travaux cartographiques français pendant la période mandataire. Le projet cartographique français s'inscrit tout d'abord dans la continuité de pratiques et de réflexes formés sur d'autres terrains, en métropole, mais aussi dans l'Empire colonial. Enfin, et ce sera mon 3e et dernier point, j'ai souhaité replacer l'histoire des frontières dans une analyse fine des savoirs produits et mobilisés pour les tracer, afin de comprendre quelles étaient les lignes derrière ces frontières. Une grande majorité des frontières choisies par les acteurs européens s'appuient notamment sur des lignes préexistantes. D'une part, sur des imaginaires géographiques historiques, antiques, bibliques et médiévaux, qu'ils imposent sur le territoire. Permettez-moi de conclure en revenant à ce topos des mauvaises frontières, qui donne lieu à tout un genre dédié de littérature et de cartographie fictionnelle. Ce genre dédié cherche à tracer ce que devraient être de bonnes frontières, frontières naturelles, précoloniales, ethniques ou linguistiques au Moyen-Orient. De la CIA à l'État islamique, nombreux sont les acteurs et commentateurs à s'être prêtés à l'exercice grisant de se pencher sur une carte remise à nu, un crayon à la main pour tracer de nouvelles lignes, meilleures, anciennes, réelles, historiques. En réalité, en proposant une géographie rectifiée, qui reste imaginaire, ils reproduisent, malgré eux, le geste impérial, voire colonial, sur lequel portait leur critique initiale. Ils témoignent d'un esprit à la fois démurgique et essentialiste, qui cherche à faire correspondre le territoire à des vues de l'esprit, sans forcément plus de considération pour les populations que leurs prédécesseurs. Je vous remercie. Merci beaucoup.